Donc, on va faire étude du dipôle magnétique. Définition. Qu'est-ce qu'un dipôle? Le dipôle magnétique est un circuit circulaire parcouru par un courant I de dimension très petite devant la distance OM où on calcule le champ magnétique. Ce dipôle il appartient au plan XY. Les composantes OM', c'est X', Y' et OM. Il a les composantes X, Y, Z. Avec R est très grande devant R'. On définit le moment magnétique du dipôle comme étant M est égal à IS. Avec S, c'est le vecteur de surface du dipôle. Maintenant, on passe au calcul du potentiel vecteur créé par un dipôle magnétique. D'après la loi de Biot-Savart, l'expression du potentiel vecteur est égale à μ0i sur 4pi, l'intégrale dl sur m'M. Donc le vecteur m'M se décompose en m'O plus OM. Donc c'est égal à R moins R' vecteur. On met ça dans l'expression de A, on obtient l'expression de A est égale à μ0i sur 4pi, l'intégrale dl R moins R'. On a dl est porté par Eθ, mais OM' il est porté par ER. Mais lorsqu'on différencie, donc la dérivée de R, c'est Eθ. Donc on remplace dl par d de OM' ER dans l'expression de potentiel vecteur et on obtient c'est égal à μ0 4pi, dx' Ex vecteur plus dy' Ey sur R moins R'. Donc nous avons R moins R' moins 1 est égal à R au carré moins M' au carré moins 2 X plus Y', le tout puissance moins 1 demi. On va faire un développement limité de l'ordre 1 et on obtient cette expression. Donc les intégrales de dx', dy' est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on passe d'un état initial à un état final. Et l'intégrale aussi de x', dx', qui est égal à l'intégrale dy fois y' est égal à 0. Et les intégrales x', dx' est égal à moins l'intégrale de y', dx', qui est égal à la surface S. Bien sûr, pourquoi? Parce que x' c'est égal à r cosinus θ et y' est égal à r sinus θ. Donc, on met ça dans notre expression, on obtient l'expression suivante, que A est égal à μ0i S sur 4pi, facteur de moins y fois Ex plus x fois Ey sur r au cube. Donc, le moment magnétique qu'on a déjà défini, le moment magnétique est égal à IS. On fait entrer ça dans l'expression de A et on obtient l'expression suivante que μ0 est égal à 4, que A est égal à μ0 sur 4pi, M vecteur, produit vecteur R vecteur sur R au cube. Donc, on va déterminer le champ du dipôle en coordonnées cartésiennes. Nous avons l'expression de A et B est égal à la rotation de A. On obtient B, les composants de B, Bx, By et Bz. Remarque, B dérive d'une fonction scalaire, U. Voilà, donc, bien sûr, en dérivant cette fonction, on va retrouver les composantes Bx, By et Bz. Voilà. Maintenant, je vais calculer l'expression de B en fonction du moment et uniquement en fonction de R. Donc, B est égal à grade, μ0 4pi grade M fois R divisé par R au cube et on obtient l'expression de B qui est égale à μ0 sur 4pi, M vecteur sur R3 moins 3M vecteur multiplié par R vecteur multiplié par R vecteur divisé par R5. Maintenant, on passe au calcul des composantes de B en coordonnées polaires, puisque B est égal à moins grade U de R. Donc voilà, U de R est égal à μ0 sur 4pi M cosinus θ sur R carré. BR est égal à moins la dérivée de U par rapport à R, et on obtient l'expression BR. Et Bθ est égal à moins 1 sur R, la dérivée de U par rapport à θ, on obtient l'expression de Bθ. On en déduit que le module de B est égal à la racine carrée de BR au carré plus Bθ au carré, qui est égal à μ0M sur 4pi R au cube, la racine de 3 cosinus θ au carré, plus 1. Maintenant, on passe à la définition des lignes de champ. Une ligne de champ est définie comme étant l'ensemble des points tels que le champ magnétique est tangent en ces points. Ceci se traduit par l'équation suivante que dl est collinaire à B. Donc B, produit vecteur dl est égal à 0. Équation de ligne de champ, donc à partir de cette équation, on va obtenir que dx
sur Bx est égal à dy sur By qui est égal à dz sur Bz. Maintenant, on passe à la définition d'un type de champ. Un type de champ est un ensemble de lignes de champ qui s'appuient sur le même contour. Maintenant, on fait une application des lignes de champ pour le dipôle. Nous avons déjà calculé Br et Bθ. On passe maintenant à l'équation des lignes de champ pour un dipôle comme étant dr sur Br est égal à r dθ sur Bθ. Donc dr sur r est égal à 2 cosinus θ dθ sur sinus θ, qui est égal aussi à 2 la dérivée de sinus θ sur sinus θ. Bon, en intégrant d'un côté et de l'autre, on obtient que log népérien de r est égal à log népérien de sinus θ au carré, plus une constante. Cette constante elle est homogène à un log népérien de distance. Donc, on obtient enfin que r est égal à r0 sinus θ au carré. C'est l'équation des lignes de champ pour un dipôle magnétique. Je trace cette équation, bon, je trace surtout entre 0 et pi sur 2, donc pour θ est égal à 0, r est égal à 0, pour θ est égal à pi sur 6, r est égal à r0 sur 4, pour θ est égal à pi sur 4, r est égal à r0 sur 2, pour θ est égal à pi sur 3, r est égal à 3r0 sur 4, pour θ est égal à pi sur 2, r est égal à r0. Donc on trace, voilà le schéma, et on va en déduire pour les autres. Donc pour chaque r0, il y a plusieurs lignes de champ. Donc on aura la figure suivante. Pour différentes r, on a différentes lignes de champ. Maintenant on passe aux équations locales de la magnétostatique. Premièrement, fluide B. D'après l'expression de B à partir de la loi de Pythagore, la voilà. Donc on prend la divergence de cette expression, on a la divergence de deux vecteurs, produit vecteur entre les deux. Donc il y a un seul qui est non nul et l'autre est nul. Pourquoi? Parce que le rotationnel de J en M' est égal à 0. Pourquoi? Parce que le rotationnel c'est en M et J ne dépend pas de M, il dépend uniquement de M'. Donc voilà, donc rotationnel, on peut en déduire à partir de la loi de Coulomb, il y a rotationnel de E est égal à 0. Donc rot d'un vecteur sur le module au cube est égal à 0. C'est notre cas ici. Donc la divergence de B est égale à 0. Donc le flux de B à travers une surface fermée est égal, d'après Green-Ostrowski, est égal à la divergence, les intégrales triples, la divergence des taux est égal à 0. Soit un type de champ, donc on va former une surface fermée. Le flux magnétique à travers cette surface, il est nul. D'accord? Donc on prend le flux de B ds est égal à le flux sur la surface latérale plus le flux sur la surface S1 et plus le flux sur la surface S2. Donc sur la surface latérale, le flux il est nul. Pourquoi? Parce que B il est orthogonal à N latéral. Donc il est égal à 0. Il reste uniquement les deux derniers. On aura ds1 et ds2 sont de signes opposés. D'accord? On obtient bs1 plus b2s2 est égal à 0. Enfin, on a déduit que φ2 est égal à φ1. D'où la conservation du flux. Donc le flux se conserve. Maintenant, équation de Maxwell-Ampère. On sait que ρ de A, ρ de B est égal à ρ de A. Pourquoi? Parce que B est égal à rotationnel de A. Ρ de ρ, ça donne grade de divergence de A moins Laplacien de A. D'après le choix de Georges, divergence de A est égale à 0. Donc, l'équation se simplifie, rotationnel de B est égal à moins Laplacien de A. On remplace A par son expression très connue et on remarque, en multipliant par UX, et on remarque qu'on obtient une équation analogue à celle de l'équation de Poisson. D'accord? Donc, l'équation de Maxwell-Ampère est rotationnel de B est égal à μ0 J. Théorème d'Ampère. D'après le théorème de Navier-Stokes, la circulation de B sur un contour fermé est égale à l'intégrale double de rotationnel de B ds. Et le rotationnel de B, on le connaît, c'est égal à μ0 J. On le remplace dans cette intégrale et on obtient que la circulation de B est égale à μ0 I. C'est ça le théorème d'Ampère, énoncé. La circulation de B le long d'un contour fermé gamma est égale au produit de μ0 avec la somme des courants traversant la surface S qui s'appuie sur le même contour.
C'est ça l'énoncé du théorème d'Ampère. Application. On prend un fil infini parcouru par un courant I et on choisit un contour d'Ampère, un cercle axé sur le fil de rayon R. Donc la circulation de B dl est égale, puisque B, on avait déjà dans les raisons de symétrie que B est porté par Eθ, donc B porté par Eθ multiplié par dl est porté par Eθ, B est lui-même sur tout le contour, on le sort de l'intégrale et on obtient que la circulation est égale à 2pi ρ fois B de θ est égal à mi0 I. Et on en déduit l'expression connue qu'on a déjà calculée à partir de la loi de Vitesse-Savart, que B est égal à mi0 X sur 2pi ρ. Il est porté par Eθ. Maintenant, on passe à l'équation de Poisson de la magnétostatique. On introduit le potentiel vecteur A dans l'équation de Maxwell-Ampère. Donc on obtient nabla produit vectoriel A. Donc c'est comme ρ de A est égal à mi0 J. Puisque ρ de A est égal à grade la divergence de A moins Laplacien de A. Et d'après le choix de Georges, que la divergence de A est égale à 0. Et on obtient l'équation de Poisson pour A. C'est Laplacien de A, vecteur, est égal à mi0 J, vecteur. Maintenant, on passe aux conditions de passage. Premièrement, continuité de la composante normale de B. Soit une surface de séparation contenant un courant superficiel séparant les deux régions 1 et 2. On va calculer le flux à travers ce cylindre qui est fermé. Le flux de B ds est égal à l'intégrale triple divergence de B d'étau, qui est égal à 0. Donc, en sommant sur la section S1, la section S2 et sur la surface latérale. Mais lorsqu'on fait tendre M1, M2 vers M, le flux sur la surface latérale devient négligeable, c'était presque égal à 0. Il ne reste que les deux termes sur S1 et S2, et S1 et S2 sont de signe contraire par rapport à la normale N1, donc on obtient que B2 moins B1 fois le vecteur N1 est égal à 0. Donc cela implique que B2 moins B1 est égal à 0. Donc il y a continuité de la composante normale de B. Maintenant, on passe à la discontinuité de la composante tangentielle de B. Soit une surface de séparation contenant un courant superficiel JS séparant les deux régions 1 et 2. Les régions 1 et 2, ça peut être deux métaux différents. Le théorème d'Ampère s'écrit alors que la circulation B dl est égale à mi0 J ds, qui est égal à mi0 J ds fois U. U, le vecteur U, est le vecteur unitaire de la surface du contour. On pose U est égal à N12, produit vectoriel UAB, avec UAB est égal à vecteur AB sur le module de AB. Donc le théorème d'Ampère s'écrit alors la circulation de BDL est égale à l'intégrale de AA sur A2 B2, B2 DL, plus l'intégrale de B2 sur B1 du BDL, plus l'intégrale sur B1 A2, et enfin l'intégrale de AA à A2, et on obtient, c'est égal à mi0, l'intégrale J fois dz, dl fois U. On fait tendre A1, A2 vers A, et B1, B2 vers B. Pourquoi? Parce qu'on s'approche à la surface de séparation. Automatiquement, les deux intégrales sur B2, B1 et A1, A2 deviennent nulles. Et on aura l'expression sur l'autre membre que l'intégrale est égale à mi0, l'intégrale simple de JS dl U avec JS c'est égal J volumique fois dz. Donc JS c'est un vecteur de densité de courant superficiel. On choisit AB, le côté AB petit pour qu'on néglige les variations de B sur A1 et A1 B1 et A2 B2. Donc on obtient B2 moins B1 fois AB est égal à mi0 JS fois AB fois U. On remplace U par son expression en fonction de N12, on obtient l'expression est égal à mi N12 produit vectoriel AB fois JS. Nous avons un produit mixte, on peut faire une permutation circulaire et on obtient que B2
moins B1 fois AB est égal à mi0 JS, produit vectoriel N12 fois AB. On simplifie par AB et on obtient que B2 tangentiel moins B1 tangentiel est égal à mi0 JS, produit vectoriel N12. Donc, il y a discontinuité de la composante tangentielle de B. Maintenant, on passe à la discontinuité du champ total B. Donc, d'après la première équation de continuité de la composante normale, B de N moins B1 N est égal à 0. Et B2 tangentiel moins B1 tangentiel est égal à mi0 JS produit vectoriel N12. On fait la somme de ces deux équations, on obtient que B2 moins B1 est égal à mi0 JS vecteur produit vectoriel N12. Donc, il y a discontinuité de B. Maintenant, on passe aux forces magnétiques. Pour des interactions électromagnétiques, la force de Lorentz est donnée par que F est égal à Q, un facteur commun du champ électrique, plus V, produit vectoriel B. La composante électrique de cette expression, Fe, est égale à Q fois E. Et la composante magnétique est égale à Q, V, produit vectoriel B. Force de la place. La force de la place elle est destinée pour les courants filiformes, soit un circuit filiforme parcouru par un courant continu placé dans un champ magnétique B, créé par d'autres circuits ou par des aimants. Un élément de courant idéal contenant des charges se déplaçant à une vitesse V, la force magnétique agissant sur l'élément de courant d'elle est donnée par la force de Lorentz. dF est égal à dQ fois V, produit vectoriel B. Et V est égal à dL sur dt, et en plus, dQ sur dt, c'est le courant. Et on obtient que l'élément de la force est égal à I dL, vecteur produit vectoriel B. Et la force totale, F, est égale à la circulation sur le contour, sur le circuit, I dL, produit vectoriel B. F est appelé force de la place. Maintenant, on passe au travail des forces magnétiques. Supposons que l'on déplace un circuit C, parcouru par un courant d'intensité I, que l'on maintient constante dans une région où règne un champ magnétique B de R, créé par d'autres circuits ou par des aimants. Soit delta R, un déplacement infinitésimal d'un élément de courant idéal du circuit C. Donc le travail delta T fourni par la force dF qui s'exerce sur l'élément de courant idéal est sous la forme. Donc delta T est égal à l'élément de la force multiplié par le déplacement delta R. Donc on remplace delta F par son expression et on obtient, donc nous avons un produit mixte, on fait une permutation, on obtient que le travail est égal à I delta R, produit vectoriel delta L fois B. Avec delta S, c'est égal à delta R, produit vectoriel delta B. Et enfin, on obtient l'élément de travail est égal à I, l'élément du flux coupé. Delta S, vecteur, c'est le vecteur surface. Et delta psi, c'est l'élément du flux coupé. Donc on a la conservation de flux. Donc on fait une conservation de flux entre l'air balayé et l'état final et l'état initial. Donc phi1 et phi2, ils ont le même signe. Donc phi1 plus phi, phi et psi, ils ont le même signe. Phi1 plus psi moins phi2 est égal à 0. Donc le travail est égal à I fois le flux coupé, ou bien est égal à I phi2 moins phi1. Ceci constitue le théorème de Maxwell. Application au calcul de force. Étude générale. Donc premièrement, translation. Soit une translation infinitésimale définie par les variations delta x, delta y, delta z, de x, y, z. Le travail de la résultante du torseur de force, F, qui s'exerce sur le circuit C, est égal. Delta t est égal à F indice x fois delta x, plus F indice y fois delta y, plus Fz, delta z. Et d'après le théorème de Maxwell, nous avons l'élément de travail est égal à I
phi 2 moins phi 1. Donc est égal à I phi plus le déplacement moins phi sans déplacement, qui est égal à I delta phi. Donc en différenciant, donc delta t est égal à I, la dérivée de x par rapport à x delta x, plus la dérivée de phi par rapport à delta y, plus la dérivée de phi par rapport à z delta z. Donc enfin, le travail est égal à I grade phi delta r. On déduit que phi x est égal à I delta phi par rapport à x, la dérivée par rapport à x. Cela implique que la force, la résistance de force, F est égal à I grade phi. Maintenant, si nous avons une rotation, pour la rotation, le circuit subit une petite rotation delta alpha autour d'un axe OX. Le travail des forces magnétiques est donné. Que l'élément de travail est égal à gamma x multiplié par d alpha, qui est égal à I d phi indice alpha. D'une façon générale, le moment de force, gamma, a pour expression gamma est égal à I, la dérivée de phi par rapport à alpha, EX, plus I, la dérivée de phi par rapport à bêta, EY, plus I, la dérivée de phi par rapport à gamma, EZ. Maintenant, on passe à un cas particulier, soit un circuit parcouru par un courant I, placé dans un champ magnétique uniforme. Donc, on va calculer la résultante de force, F est égal à la somme de dF, et qui est égal à l'intégrale IDL produit vectoriel B. Donc, on sort B de l'intégrale parce qu'elle est uniforme. Donc, l'intégrale dL est égale à 0 parce qu'on passe d'un état initial à un état final. Et l'état initial est égal à l'état final. Donc, la résultante de force, elle est nulle. Donc, cela se comprend qu'il y a existence, que le circuit est soumis à un couple de forces. F, qui est égal à F1 plus F2, est égal à 0. Cela nous mène au calcul du moment de force. Donc, l'élément de moment de force est égal à R, produit vectoriel dF. Donc, on remplace R par son expression. Nous avons un double produit vectoriel qu'on peut lui exprimer en double produit scalaire. Et nous avons deux morceaux. Donc, un morceau, donc le dernier, on peut sortir B de l'intégrale, il est nul. Donc, on sort B et l'intégrale de R dL est égal à 0. Parce qu'on parle, l'intégrale de R dL, c'est R carré sur 2. Entre l'état initial et final, c'est nul. Donc on a maintenant l'expression du moment de force, c'est égal à I, l'intégrale de R fois B fois dL. Donc on va différencier l'intégrale d'une dérivée. C'est quoi? De R fois B multiplié par R. Entre état initial et final, c'est égal à 0. Donc, on revient à l'expression du moment, on divise notre expression en deux morceaux et on remplace le dernier morceau par l'opposé de l'autre morceau dans l'expression. Et on obtient que gamma est égal à I, l'intégrale de R fois B fois dL, qui est égal à 1 demi fois I, en facteur commun de R fois B fois dL, moins l'intégrale R dL fois R. Et ça, cette expression, on va retrouver notre produit vectoriel. Donc on retrouve le produit vectoriel que gamma est égal à 1 demi I, l'intégrale R produit vectoriel dL, produit vectoriel B. Et cette intégrale, parce qu'on peut sortir B de l'intégrale, parce que B est uniforme, que S est égal à 1 demi, l'intégrale de R produit vectoriel dL. Donc le moment magnétique est égal à M et S. Donc le moment de force est égal à gamma, est égal à M, moment magnétique M, produit vectoriel, le champ magnétique B. Le dipôle magnétique est de faible dimension, donc on néglige les variations de B. Même si B est variable, on néglige les variations de B sur le dipôle. Donc le moment de force, même pour un champ variable qui n'est pas uniforme, gamma du dipôle, le moment de force pour le dipôle est égal à M, produit vectoriel B. Donc B n'est pas uniforme, donc B il varie au cours d'une translation élémentaire du circuit. Et la résultante n'est pas nulle. Donc Fx est égal à I, la dérivée de phi par rapport à x. Je remplace phi par son expression, on voit B fois S, et on obtient
que fx est égal à la dérivée par rapport à x, m multiplié par b. Donc, d'une manière générale, on obtient que f est égal à plus grade de m fois b. Maintenant, on passe à l'effet Hall. Considérons un conducteur parallélépipédique très long de section S de côté A et B. Soit I, l'intensité de courant répartie uniforme sur S. Donc le vecteur densité de courant est donné par, c'est le courant par de surface. Donc J est égal à I fois AB. Donc J est égal à ρ fois V. Et ρ, la densité volumique de charge, c'est égal à moins NE. C'est égal à moins NE fois V. Maintenant, établissons un champ magnétique uniforme parallèle au côté B. Un électron dans le conducteur est soumis à la force de Lorentz. Donc voilà la force de Lorentz, c'est égal à moins E fois la vitesse de la charge produit vectorielle B. Je remplace E fois V en fonction de J et j'obtiens est égal à J produit vectoriel B divisé par N, qui est égal aussi à I sur N A fois AB EZ produit vectoriel B. Pratiquement, les électrons sont divisés par la force magnétique. Donc, il s'établit alors une densité de charge négative sur la face parallèle à B. En raison de cet apport, il va se créer un déficit de l'autre côté, qui est équivalent à une densité de charge positive. Cet électron ne peut pas continuer à se déplacer d'un mouvement parallèle à Z que si Fm, que la force magnétique, est compensée par une force électrique. Donc cette force électrique est égale à moins la force magnétique. Donc il y a création d'un champ purement électrostatique, il va apparaître dans le conducteur. Donc la force électrique est égale à moins la force magnétique, est égale à moins E fois le champ de Hall. Soit deux points M et N situés sur la même section, il doit exister une différence de potentiel électrostatique. Donc la tension de Hall est égale à V indice M moins V indice N. Donc est égal à le champ de Hall multiplié par A. Donc VH est appelé tension de Hall. Donc VH est égal à I sur NE fois B divisé par petit b. Donc, est égal à la constante, qu'on appelle la constante Hall, est égal à I fois B divisé par petit b. Et la constante Hall est égale à 1 sur NE. Donc la constante Hall est égale à 1 sur NE. Donc, on peut conclure que l'effet Hall peut être mis en évidence. Il permet de mesurer N ou de mesurer B après étalonnage.